Je suis gars écoute, aïe, appelé des ports, à coup de mes bakwa, Découvrez l'actualité nationale et internationale sur votre radio. Radio Côte d'Ivoire, 88.0. 88.0 Abidjan. 88 FM Abidjan. 24h/24. Radio Côte d'Ivoire. Numéro 1. Numéro 1. Sur l'info. Sur l'info. Et le sport. Radio Côte d'Ivoire, le journal Mireille Akindie. La CEDEAO appelle à des élections transparentes et apaisées dans les pays membres de la communauté. Appel lancé hier à l'issue du sommet de Niamey. La désignation d'un président au Mali est un impératif. La CEDEAO donne une semaine aux putschistes pour choisir celui qui va conduire la transition. Année scolaire 2020-2021, la rentrée est fixée au 14 septembre. D'importants changements sont annoncés. En Guinée, la candidature de Cellou Dalein Diallo divise. L'opposition affiche son incompréhension. Voilà pour le sommaire. Radio Côte d'Ivoire, bienvenue sur la raison. Madame, Monsieur, bonjour. Le 57e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO s'est achevé hier à Niamey, au Niger. Le chef de l'État qui a pris part aux travaux est rentré à Abidjan. Alassane Ouattara, à son arrivée, a fait le point de ce qu'il a arrêté avec ses pairs de la CEDEAO. Il s'agit entre autres de l'engagement et la mobilisation des chefs d'État des pays membres pour un espace communautaire intégré, prospère en paix et en sécurité. D'autres décisions concernant la stabilité des pays membres ont également été prises. C'est dans ce sens qu'ils ont appelé à des élections transparentes et crédibles dans les pays de l'organisation sous-régionale. Écoutons le président Alassane Ouattara. Nous avons eu à passer en revue la situation politique dans chacun des pays pour constater qu'en 2020, nous aurons des élections en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Niger, au Ghana, au Burkina et l'année prochaine, en début d'année, au Bénin. Que ces élections soient démocratiques, transparentes et surtout apaisées. Tous les chefs d'État ont insisté sur le fait que la démocratie, c'est d'aller aux urnes, c'est de respecter les décisions des institutions et d'accepter donc le résultat des élections et d'utiliser les voies appropriées au niveau de la loi s'il y a des contestations et ne pas se retrouver dans la rue pour retarder le développement de nos pays, surtout par cette période de Covid-19. La situation au Mali était aussi au cœur des réflexions des chefs d'État de la CEDEAO. La junte militaire a été sommée de désigner un président et un premier ministre de transition civile. La CEDEAO lui donne jusqu'au 15 septembre prochain. Alassane Ouattara. Nous avons tous considéré qu'il fallait montrer notre solidarité envers le peuple malien, en même temps qu'il fallait engager la junte militaire à tout faire pour que dans les prochains jours, nous ayons en place un président de transition civile, un chef de gouvernement, premier ministre civil, et que la durée de transition soit moins de 12 mois. Nous avons considéré qu'il fallait donner quelques jours de plus à nos frères maliens pour parvenir donc à ces décisions qui sont importantes parce que nous ne sommes pas les seuls. Nous avons des troupes au Mali, mais nous avons également des partenaires européens comme les Nations Unies qui ont également des troupes au Mali. Et donc la communauté internationale est très engagée au Mali et elle aussi souhaite que les décisions soient prises conformément à la feuille de route de la CEDEAO. Avant de se rendre à Niamey, le chef de l'État était à Paris où il a été reçu par son homologue français pour un déjeuner de travail. Alassane Ouattara nous fait ici le point de sa rencontre avec Emmanuel Macron. La Côte d'Ivoire a fait des progrès exceptionnels au cours des 9 dernières années et que tout doit être mis en œuvre pour que cela puisse se poursuivre. Nous avons rassuré le président Macron que les élections se passeront dans la paix, car les Ivoiriens veulent la paix. Le calendrier sera tenu. L'élection présidentielle aura lieu le 31 octobre
les institutions font leur travail. Et j'ai indiqué au président Macron que l'état de droit, c'est la construction d'institutions fortes et indépendantes. Ces institutions diront le droit et à la suite de cela, bien sûr, la campagne sera ouverte et qu'il y ait un meilleur partage des revenus de la croissance et qu'il y ait donc un apaisement. Le chef de l'État qui, justement, est attendu dans le Moronou. La visite d'État du président de la République dans la région commence demain mercredi et ce jusqu'au 12 septembre prochain. Moronou a changé de visage pour réserver un accueil des plus chaleureux au président Ouattara. Toutes les infrastructures sont en pleine réhabilitation, nous dit Aimé de Dieu. Des chantiers sont en cours d'exécution dans le Moronou. Travaux de construction des bâtiments des préfectures, des différents chefs-lieux de département, travaux d'entretien et d'extension du réseau électrique, bitumage de certaines voiries des villes et des villages environnants, en témoignent les cadres et autorités du Moronou. Nanambro, Asiakbese, chef du village. On voit déjà les travaux, les goudrons qui sont en train de se faire. Et à Asier, nous avons une route qui a été vraiment dégagée. Nous sommes contents. On voit que le développement est en train de se faire. Monsieur Komena, je suis enseignant à Banabo. À la préfecture, je vois que nuit et jour, les gens travaillent pour pouvoir réhabiliter les locaux pour recevoir Monsieur le Président. On nous a promis la route d'Imbokro ici. J'ose croire qu'avant son arrivée, tout sera fin prêt. Amalama Kwame Gilbert, député maire de la commune de Bongwanou. On a vu une petite partie, c'est vrai, mais ça ne fait qu'une petite partie. Nous osons et nous prions et nous prierons le président de la République à nous accorder au moins 10 km de bitume dans la ville et les villages environnants. Bongwanou, Ombato, Ara. Les choses s'accélèrent pour qu'avant le 8 septembre, tout soit prêt pour la visite du chef de l'État dans le Moronou. Les populations attendent beaucoup du chef de l'État pour le développement de leur localité. On ne quitte pas le Moronou où l'accès à l'eau potable devient une réalité. Le ministre de l'Hydraulique lance les travaux d'un grand château d'eau à Sahara, localité située sur l'axe Bongwanou-Dimbokro. Ce château d'eau d'une capacité de 200 mètres cubes permettra de desservir plusieurs villages. Ce château d'eau sera livré dans un délai de 6 mois pour un coût global de plus de 550 millions de francs CFA. Après le coup d'envoi des travaux de ce grand château d'eau, le ministre de l'Hydraulique a procédé à l'inauguration d'un autre château d'eau, celui de Bois-Foucro. C'est un château d'eau de 200 mètres cubes pour une population de 1300 habitants. Coût des travaux, 135 millions de nos francs, entièrement financés par l'État de Côte d'Ivoire. On écoute le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba. Le président de la République demande à ce que nous sillonnons les villages, les hameaux, les villes, pour pouvoir adresser les problèmes de déficit en eau potable. Et nous utilisons toute notre intelligence, l'intelligence de nos collaborateurs, pour développer des stratégies pour que rapidement nous puissions apporter de l'eau potable aux populations. Et aujourd'hui, après, dans le cadre de notre caravane, nous sommes arrivés à Bois-Foucro aujourd'hui pour donner de l'eau aux populations. La Côte d'Ivoire et l'Égypte renforcent leur coopération dans le domaine des médias, plus précisément la radio et la télévision. Cette coopération se traduit par des échanges de production et de renforcement de capacités. L'ambassadeur d'Égypte en Côte d'Ivoire, qui souhaite établir un mémorandum d'entente entre nos deux pays, a été reçu hier par le ministre de la Communication. Sidi Timoko Touré salue ici l'excellente relation entre l'Égypte et la Côte d'Ivoire. Je suis très heureux de la qualité de ces échanges. La marge de progression par le partenariat que nous allons formuler est assez pertinente. Moi, j'aimerais surtout insister sur le renforcement des capacités dans la formation et l'envoi de personnel, l'échange de personnel, d'expérience, autant de choses qui pourraient nous être bénéficiables à l'avenir. L'administration ivoirienne dans son ensemble se met à l'heure du numérique. C'est dans ce sens que le gouvernement vient d'élaborer une politique nationale d'informatisation. Le projet est piloté par le ministère de la Modernisation et de l'Innovation du service public. La validation du document final est au centre d'un atelier ouvert depuis hier à Abidjan. Sur le bien fondé de cet atelier, écoutons le directeur de cabinet adjoint du ministre en charge de la modernisation, Lucien Kouakou.
Nous avons pensé à mettre en place une politique nationale d'informatisation qui va aider justement à avoir une administration zéro papier. Donc ce document justement vient pour donner le cadre politique qui donne l'engagement de tous pour une administration zéro papier. Et pour qu'on ait cette administration zéro papier justement, nous avons articulé le document en 6 piliers essentiels que nous avons appelés les domaines d'engagement et d'orientation politique. Donc il est question maintenant qu'on valide le document. Une fois le document est validé par tous les ministères représentés, par toutes les parties prenantes, ce document sera mis à la disposition du gouvernement pour son adoption. Et bien sûr, plus tard, on va traduire ce document en approche ou action stratégique, programmatique et opérationnelle pour pouvoir nous assurer qu'effectivement, c'est mis en œuvre. Les élèves reprennent très bientôt le chemin de l'école. La rentrée scolaire 2020-2021 aura lieu le 14 septembre prochain. La réouverture des classes se présente comme un défi majeur en raison de la crise sanitaire liée à la Covid. Plusieurs dispositions ont été annoncées hier par la ministre de l'Éducation nationale lors de la grande réunion de rentrée. Au nombre de ces nouvelles dispositions, l'année scolaire 2020-2021 est composée de 2 semestres ensemble pour une école résiliente et compétitive. C'est le thème de l'année scolaire 2020-2021. Les explications du ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara. Ce thème nous plonge de plein pied dans une lutte déterminée contre l'inaction et le manque de perspective. Il interpelle les consciences individuelles et collectives face à l'urgence et la nécessité d'agir ensemble, vite et bien, dans un contexte manifestement sensible. Il s'agit donc d'offrir le meilleur de nous-mêmes pour assurer et garantir pour tous le droit à une éducation de qualité, quelle que soit la situation de crise à laquelle nos nations se trouveraient confrontées. Aux parents d'élèves, je vous engage à un encadrement de proximité de vos enfants. Aux élèves, je vous exhorte au travail avec ardeur, sans tricherie. Aux gestionnaires de l'école, j'exige une plus grande rigueur. Aux partenaires, je formule le vœu d'un renouvellement continu de leur accompagnement. Ensemble, avec une ferme assurance en notre capacité individuelle et collective de relever les défis du moment et d'anticiper ceux à venir, disons en chœur, bonne et fructueuse année scolaire 2020-2021. L'examen du BTS, le brevet de technicien supérieur, se déroule aussi dans le contexte de la Covid-19. Les épreuves écrites ont démarré hier sur toute l'étendue du territoire national. Pour cette session en 2020, l'on enregistre plus de 51 000 candidats qui composent dans les filières tertiaires et industrielles. C'est le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui a procédé au lancement de ces épreuves. Écoutons Adama Diawara. Il s'agit de leur demander de se concentrer sur ce qu'on leur propose. Il n'y a rien de nouveau. Tout ce qu'on leur demande, ça fait partie de ce qu'ils ont appris pendant l'année scolaire. Donc il faut qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes et en évitant toute situation de fraude parce que c'est la gangrène de notre système. Il faut éviter tout ce qui peut ressembler de près ou de loin à la fraude. La direction des examens et concours est en contact avec tous les 121 centres d'épreuves écrites pour s'assurer que tout se passe correctement. Tous les secrétariats sont en place avec à leur tête les présidents de jury. Les surveillants sont en place également pour veiller au grain, pour minimiser au maximum les situations de fraude et pour assurer la crédibilité du diplôme. Ensuite, quant aux candidats, ils sont concentrés. Je leur souhaite bonne chance et nous espérons que le taux de réussite sera plus élevé que les 58,6% que nous avons obtenus l'année dernière. Direction la région du Lodjibois où l'État décaisse environ 4 milliards de francs CFA pour le bitumage des voies de Lakota et de Zikiso. Les travaux ont été lancés par Amédée Kouakou, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Gervais Amani. Saluant l'action, le député de Lakota a indiqué que l'une des raisons principales du retard accusé par la ville est le problème de la voirie. Sur un total d'environ une trentaine de kilomètres de voirie que compte cette ville, seulement 4 kilomètres sont bitumés. Kouyaté Abdoulaye. Ce tronçon important dans la vie de notre département va être enfin bitumé. Après des décennies d'attente impatiente et d'espoir déçu, voici enfin la consécration de cette aspiration profonde de nos populations. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier a noté que dans 6 mois, les rues de Lakota auront fière allure et que la circulation dans celle-ci sera aisée et confortable. Amédée Kofi Kouakou. Je voudrais demander donc à l'entreprise PFO, au Bénet et à l'AGEROUTE de faire un suivi rigoureux de ce chantier. Ce sont des investissements que l'État fait. Nos populations ont besoin de routes qui vont durer longtemps. Ne faites pas du goudron biodégradable parce que nos populations
ont besoin de routes. Je vous fais confiance que les travaux qui vont être réalisés seront d'une extrême qualité, comme déjà PFO l'a fait pour la route qui va de l'autoroute jusqu'à Gagnoa et aussi de Divo jusqu'à Yokobwe. Les travaux seront exécutés par l'entreprise PFO Africa pour un coût global de plus de 2,5 milliards de francs CFA. Gervais Amani, Lakota pour Radio Côte d'Ivoire. Un barrage hydro-agricole sortira bientôt de terre à Koro, c'est dans la région du Bafine. L'objectif étant d'améliorer les conditions de vie des populations. Les travaux de construction de ce barrage ont été lancés récemment par le ministre de l'Agriculture. Le compte-rendu de Tanokone. C'est un vaste projet agricole qui va coûter à l'État de Côte d'Ivoire un peu près de 2 milliards de francs CFA. Il sera construit sur une superficie de 100 hectares et produira près de 1000 tonnes de riz par an. Plus de détails avec le directeur général du BNED, Koulibaly Kinapara. Pour ce projet de barrage hydro-agricole à Koro, l'impact social se traduira par la création de 2 emplois fixes de jeunes à l'hectare de riziculture, 50 planches de 10 mètres carrés par exploitant individuel pour le maraîchage, un étang de 400 mètres carrés par exploitant individuel en 3 cycles pour la pisciculture, la production d'au moins 1000 tonnes de paddy par an sur les 100 hectares, la production d'environ 3 tonnes de poissons frais par an, la production de plus de 30 tonnes de légumes frais par hectare et par cycle, et enfin la pêche sur le plan d'eau. Pour les populations de Kourou, la construction de ce barrage marque le début d'une nouvelle ère dans leur vie. Bakayoko Abduldraman est le maire. Il parle ici au nom des populations. Il y aura un Koro avant la réalisation de ce barrage et un Koro après la réalisation de cet ouvrage. C'est un bel ouvrage. Je crois que c'est quelque chose d'extraordinaire pour la population. Donc nous voudrons dire ici un très grand merci, spécialement au chef de l'État, au président de la République, qui a fait un programme spécial, n'est-ce pas, pour le social. Et je crois que c'est dans ce cadre-là que les ministres se sont inscrits pour aider nos populations qui sont dans un monde rural, un monde agricole et qui ont besoin de cet ouvrage pour véritablement densifier leur production. Signalons que les travaux de construction de ce barrage ont déjà démarré et prendront fin en 2021. Tanokone, Kourou, Odiné pour Radio Côte d'Ivoire. L'opposition guinéenne reste divisée sur la candidature de Cellou Dalein Diallo. La figure de proue de l'opposition, pour rappel, a confirmé sa participation au scrutin présidentiel du 18 octobre prochain, en dépit de la candidature du président Alpha Condé, qui suscite des controverses depuis des mois en Guinée. L'opposition qualifie la candidature de Cellou Dalein Diallo de scission au sein du Front national pour la défense de la Constitution. Le nord-est du Nigeria a été hier la cible de Boko Haram. Le groupe djihadiste a attaqué 2 villages en périphérie de Maïdougouri, bilan 10 civils tués. Et puis en Somalie, 5 soldats sont morts hier dans un attentat revendiqué par les islamistes Shebab. Un kamikaze a fait exploser sa voiture à l'entrée d'une base militaire à Djane Abdallah, un village situé non loin de la cité portuaire de Kismayo, au sud du pays. Un conseiller militaire américain a été grièvement blessé au cours de cette attaque. Ce journal est fini, le rappel des titres. La CEDEAO appelle à des élections transparentes et apaisées dans les pays membres de la communauté. Appel lancé hier à l'issue du sommet de Niamey. La désignation d'un président au Mali est un impératif. La CEDEAO donne 1 semaine aux putschistes pour choisir celui qui va conduire la transition. Année scolaire 2020-2021, la rentrée est fixée au 14 septembre. D'importants changements en sont annoncés. Et puis en Guinée, la candidature de Cellou Dalein Diallo divise. L'opposition affiche son incompréhension. Ainsi va l'actualité de ce mardi. Merci de votre attention. Le député d'Ara est notre invité ce midi. Anne-Boni Siméon est interrogée par Adama Bakayoko. C'était le journal présenté par Mireya Kédié. Vous êtes à l'écoute de la radio numéro 1 sur l'info et le sport en Côte d'Ivoire, Radio Côte d'Ivoire. L'invité du jour. Monsieur Anne-Boni Siméon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le député de Ara et donc vous connaissez mieux les problèmes des populations en zone rurale comme en zone urbaine. Quelles sont les principales difficultés ici dans la région? Merci bien, monsieur. Comme vous le dites, c'est vrai, je suis le député département d'Ara. Les populations de ma localité ont tous les problèmes, tous les villages de la Côte d'Ivoire connaissent. Aujourd'hui, j'ai un problème d'électricité
parce que mes villages ont pris du volume, les villages s'agrandissent, la population aussi s'accroît. Donc on a des problèmes d'électricité et surtout des problèmes d'eau. La plupart de mes villages là, sont de gros villages et il se trouve que les châteaux qui ont été initiés au tout début de la mise en place de ces villages-là, le volume ne tient plus vu l'ampleur de la population. Donc je demande vraiment que le président, pendant sa visite, puisse vraiment m'accompagner pour que les villages qui ont besoin d'eau puissent les avoir rapidement, des châteaux pour mieux les alimenter. Ok. Il y a le goudron pour venir à Arras, c'est certain, en passant par Bonawin, après à Coupé ou encore par Abongwa. Mais cela dit, vous avez un véritable problème de raccordement avec les autres villages. Et tout à l'heure, le chef traditionnel espère que la route qui part d'Abongwa pour venir à Arras et apparaître après à Kérégbé pour aller à Daoukro soit réalisée. Parlez-nous un peu de cet axe. Oui, bien sûr. Vous voyez, Arras a une forme de losange. La plupart de ces gros villages-là se retrouvent en périphérie. Et Arras se retrouve excentré. Bon, la seule voie qui traverse la commune d'Arras, qui pouvait impulser le développement d'Arras, c'est de cette voie-là que nous avons parlé. C'est la voie qui quitte Kaduna, c'est-à-dire l'usine de traitement de bois là, qui traverse Arras, passe par le village de Erobo et Kwassikro et tombe sur la voie de Daoukro par Kérégbé. Et cette voie-là, si elle est faite, ça va permettre à Arras de connaître vraiment le développement et l'expansion aussi, parce que Arras sera maintenant au cœur même du projet de développement du département, comme c'est notre chef-lieu de département. Alors, l'un des problèmes aussi majeurs ici, c'est l'insécurité. On parle de braquage, de coupeurs de route, d'agression, parce que pour tout le département, il n'y a qu'une seule brigade de gendarmerie. Nous souffrons beaucoup, exactement. Nous souffrons beaucoup. Et bon, ce problème-là, je le soulève à tout moment. Et je crois que lors de la visite du président de la République, ce problème-là sera réglé. Parce qu'il nous faut à tout prix, coûte que coûte, avoir vraiment ce commissariat pour que la population puisse être vraiment bien entretenue. Donc, est-ce que cela a un effet sur l'économie du département, vu que les gens ont peur de sortir et se déplacer à certaines heures? Bien sûr. On rencontre beaucoup de braquages, beaucoup de meurtres. Bon, il y a beaucoup de vols aussi, surtout. Donc, la police serait vraiment bienvenue pour que cette population puisse vraiment dormir en paix. D'accord. Et ça, nous voulons vraiment que le président exauce ce vœu qui est cher vraiment à la population de la commune d'Arras. Ok. Alors, honorable, le président Alassane Ouattara arrive ici même à Arras, dans votre chef-lieu de département. Et comment se fait la mobilisation sur le terrain? Oui, la mobilisation, depuis 2015, le président avait prévu venir. Et à chaque fois, on a reporté. Et cette fois-ci, c'est pour dire au président que nous sommes prêts il y a très, très, très longtemps. Nous ne faisons que l'attendre. Et nous avons commencé par les villages, mobiliser les associations, les chefs, les jeunes. Et vraiment, la population est fin prête pour attendre le président. Et nous allons l'accueillir avec beaucoup de ferveur. Il sera très content. Parce qu'Ara aussi, c'est son village. Vous savez que le président est né à Dembokro, qui est l'ancien Zikomwe, parce que c'était l'ancien chef de lieu de région. Et Ara, le président connaît bien Ara. Il sait qu'il va se retrouver chez lui. Monsieur Ané Boni Siméon, merci. Merci bien, monsieur.